Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme L'Égypte à la une. Eh bien, commençons l'édition d'aujourd'hui avec la journée du martyr. Alors, à l'occasion de la journée du martyr, le président Abdel Fattah el-Sisi a rendu hommage aux martyrs de la patrie. Sur sa page sur Facebook, le président de la République a exprimé sa reconnaissance et sa grande appréciation aux martyrs de l'Égypte, symbole du patriotisme et d'abnégation. Ils ont sacrifié leur vie pour la défense de leur pays et la protection de leurs compatriotes. Le président a salué ces hommes valeureux et loyaux et qui ont honoré leur serment en sacrifiant leur vie pour leur patrie, affirmant que leurs noms resteront gravés dans la mémoire collective d'une génération à une autre. Le président a réitéré l'engagement de poursuivre le chemin qu'il avait emprunté et d'endosser la responsabilité de la défense et la protection de la patrie, quels que soient les défis. Le président Sisi a conclu son adresse à la nation en réitérant l'engagement de l'État à maintenir son soutien aux familles des martyrs en signe d'appréciation et de reconnaissance pour leur sacrifice pour la patrie. L'Égypte célèbre le 9 mars de chaque année la journée de martyrs pour commémorer la mémoire de l'ancien chef d'état-major des forces armées, monsieur Abdelmenem Riyad, décédé sur le front durant la guerre d'usure en 1969. Cette date profondément ancrée dans la mémoire collective du pays commémore les sacrifices des hommes et des femmes qui ont perdu la vie pour défendre leur patrie, leurs idéaux et leurs droits. Le point avec Dalia Karam. L'Égypte et les forces armées célèbrent la journée du martyr le 9 mars de chaque année, qui marque l'anniversaire du martyr du général d'or Abdelmenem Riyad en 1969, alors qu'il se trouvait parmi ses courageux soldats sur le front du canal de Suez pendant la guerre d'usure. Le 9 mars 1969 a été un jour décisif pour l'armée égyptienne, notamment en ce qui concerne le conflit israélo-arabe de 1948, 1956, 1967 et la guerre d'usure jusqu'à la grande victoire d'octobre 1973 qui a restauré la dignité et la confiance de la nation arabe. Le général Abdelmenem Riyad est considéré comme l'un des militaires arabes les plus célèbres de la seconde moitié du XXe siècle, ayant participé à la Seconde Guerre mondiale entre 1941 et 1942, à la guerre de Palestine de 1948, à l'agression tripartite de 1956 et à la guerre de 1967. Il a également supervisé le plan égyptien de destruction de la ligne Bar-Lev pendant la guerre d'usure et a reçu de nombreuses médailles. L'État et les forces armées tiennent à célébrer la journée du martyr, à honorer les familles des martyrs et des blessés et à leur fournir des soins en reconnaissance des grands sacrifices consentis par les héros de la patrie pour protéger le peuple égyptien ainsi que la sécurité et la stabilité de la patrie. L'État et les forces armées tiennent à célébrer la journée du martyr, à honorer les familles des martyrs et des blessés et à leur fournir des soins en reconnaissance des grands sacrifices consentis par les héros de la patrie pour protéger le peuple égyptien, ainsi que la sécurité et la stabilité de la patrie. La journée du martyr célébrée le 9 mars de chaque année est bien plus qu'une simple commémoration. Elle représente un moment de réflexion, de gratitude et d'engagement envers les idéaux pour lesquels tant de personnes ont sacrifié leur vie. En célébrant cette journée, l'Égypte honore son passé tout en regardant vers l'avenir, rappelant à chaque citoyen l'importance de défendre la liberté et la dignité humaine. Et puisque, mesdames et messieurs, nous sommes en train de parler des martyrs de l'Égypte, alors nous devons évoquer avec vous les martyrs de la guerre du 10 Ramadan ou la guerre du 6 octobre. Ce lundi, nous célébrons la victoire du 10 octobre. L'Égypte a pris l'habitude de célébrer la victoire d'octobre 1973
ou du 10 Ramadan chaque année avec la même ferveur. Aucun Égyptien ne peut oublier ce jour où l'Égypte a pu récupérer la terre du Sinaï occupée par les Israéliens. Un commentaire. Chaque année, l'Égypte célèbre l'anniversaire de la glorieuse victoire de la guerre du 6 octobre 1973, qui correspondait au dit du Ramadan 1393, année de l'Hégire, commémorant la guerre au cours de laquelle l'armée égyptienne a vaincu l'ennemi israélien et a repris le Sinaï, après qu'il ait été occupé pendant 6 ans. Le dit Ramadan, à 14 heures, l'armée égyptienne en jeûne a traversé le canal de Suez. Des vagues de soldats égyptiens ont commencé à traverser progressivement le canal selon un système de travail très élaboré et hautement préparé. Cela a surpris tout le monde à l'époque, car à 14 heures exactement, le dit Ramadan 1973, plus de 200 avions de guerre égyptiens ont mené une frappe aérienne sur des cibles israéliennes sur la rive est du canal. Les avions volaient à très basse altitude pour échapper aux radars israéliens. Ils visaient des aéroports, des centres de commandement, des stations radars, des obstacles électroniques, des batteries de défense aérienne, des concentrations de personnel, des véhicules blindés, des chars, de l'artillerie, des points forts de la ligne de Bar-Lev, des raffineries de pétrole et des dépôts de munitions. 5 minutes après le passage des avions, l'artillerie égyptienne a commencé à bombarder intensivement les fortifications et les cibles israéliennes à l'est du canal, en prévision du passage de l'infanterie, tandis que les éléments du corps du génie s'infiltraient sur la rive est du canal pour fermer les tubes qui transportent le liquide brûlant à la surface du canal. Vers 14h20, l'artillerie, avec la ligne de passage à haute vitesse, a cessé de bombarder la ligne de front du mur Bar-Lev et a déplacé son feu vers la profondeur où se trouvaient les positions de la deuxième ligne. L'artillerie, avec une ligne de passage plate, a frappé directement les positions de la ligne Bar-Lev pour sécuriser le passage de l'infanterie de son feu. Ensuite, 2000 officiers et 30 000 soldats de 5 divisions d'infanterie ont traversé le canal. Ils ont gardé 5 têtes de pont et le corps du génie a continué à ouvrir des trous dans la berme pour compléter le passage des chars et des véhicules terrestres. Sur le plan tactique, la traversée du canal était audacieuse et ingénieuse. L'armée égyptienne a démantelé la barrière de sable défensive de Bar-Lev le long de la rive est du canal de Suez à l'aide de lances à eau à haute pression et a installé des ponts flottants pour transférer les véhicules blindés, les chars et les soldats de l'autre côté du canal. Un accord de cessez-le-feu mit fin à la guerre le 24 octobre et les accords de paix de Camp David, signés des années plus tard en 1979, lui valurent une conclusion favorable. Les Égyptiens reprenant le contrôle de la péninsule du Sinaï. L'Égypte mène d'intenses discussions avec toutes les parties concernées par la crise à Gaza afin d'assurer le passage de la deuxième phase de la trêve fragile dans l'enclave palestinienne. C'est ce qu'a annoncé vendredi l'organisme général de l'information en Égypte. Les détails avec Dalia Karam. L'Égypte mène d'intenses discussions avec toutes les parties concernées par la crise à Gaza afin d'assurer le passage à la deuxième phase de la trêve fragile dans l'enclave palestinienne, a annoncé vendredi l'organisme général de l'information en Égypte. Une délégation du Hamas est arrivée vendredi au Caire pour des discussions avec les médiateurs égyptiens. L'Égypte et le Qatar souhaitent assurer les garanties nécessaires afin de commencer la deuxième phase de l'accord de cessez-le-feu entré en vigueur le 19 janvier dernier. La délégation de haut niveau va évaluer les progrès dans l'application de l'accord de trêve et avoir des discussions concernant la deuxième phase, a indiqué un responsable du Hamas. La délégation du Hamas, menée par le chef du conseil consultatif de la Choura, Mohammad Darwish, demande qu'Israël applique l'accord, débute les négociations sur la deuxième phase et ouvre le point de passage pour laisser entrer l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Selon un responsable du groupe palestinien, le Hamas réclame dans le cadre de cette deuxième phase le retrait total de l'armée israélienne de Gaza, la fin du blocus du territoire et sa reconstruction, ainsi qu'une aide financière basée sur les résultats du récent sommet arabe qui s'est déroulé au Caire. Il a ajouté que le Hamas était prêt à parvenir à un accord d'échange incluant la libération de tous les otages israéliens, y compris ceux détenteurs d'un passeport américain détenus à Gaza, et s'accorder avec Israël sur le nombre de prisonniers palestiniens devant être libérés.
Le mouvement palestinien souhaite un accord global qui assure un cessez-le-feu complet et permanent. La première phase a permis la libération de 33 otages, dont 8 morts, en échange de 1800 détenus palestiniens. Parmi les 58 otages toujours en captivité, 34 ont été déclarés morts par les autorités israéliennes. Le ministre des Affaires étrangères et de l'immigration, Badr Abdelati, a assisté vendredi, le 7 mars, à une session extraordinaire du Conseil des ministres des Affaires étrangères à Jeddah, au cours de laquelle les ministres ont abordé le conflit israélo-palestinien. Au cours de la session, le ministre égyptien des Affaires étrangères a appelé à la solidarité pour contrer les tentatives visant à saper la cause palestinienne. Les détails avec Dalia Karam. L'Organisation de la coopération islamique, l'OCI, a adopté un plan de reconstruction de Gaza exhortant la communauté internationale et les institutions financières à apporter un soutien rapide. La résolution a été adoptée lors d'une session extraordinaire du Conseil des ministres des Affaires étrangères à Jeddah, vendredi 7 mars, au cours de laquelle les ministres ont abordé le conflit israélo-palestinien. Au cours de la session, le ministre égyptien des Affaires étrangères et de l'immigration, Badr Abdelati, a souligné l'importance centrale de la question palestinienne pour le monde islamique et a appelé à la solidarité pour contrer les tentatives visant à saper la cause palestinienne. La résolution de l'OCI appelle à une voie politique vers une solution durable et juste qui réponde aux aspirations du peuple palestinien à un État. M. Abdelati a mis en avant le plan intégré proposé par l'Égypte en coordination avec l'État de Palestine pour le redressement rapide, la reconstruction et le développement de Gaza. Ce plan adopté par le sommet arabe extraordinaire du Caire le 4 mars vise à préserver le droit du peuple palestinien à reconstruire Gaza et à rester sur son territoire tout en s'attaquant aux conditions résultant du conflit. Le ministre a présenté les 3 phases du plan arabe de redressement rapide et de reconstruction et a annoncé l'intention de l'Égypte d'accueillir une conférence sur la reconstruction en collaboration avec le gouvernement palestinien et les Nations Unies. Cette conférence aura pour objectif de mobiliser l'aide internationale et de créer un fonds fiduciaire sous supervision internationale. M. Abdelati a déclaré que l'Égypte s'est efforcée d'obtenir un cessez-le-feu depuis le début du conflit et continue de s'efforcer de parvenir à un accord stable en 3 phases. Il a noté qu'un accord avait été conclu avec la partie palestinienne pour former un comité indépendant et non factionnel chargé d'administrer temporairement la bande de Gaza, ouvrant la voie au retour complet de l'autorité palestinienne dans la région. Il a ajouté que l'Égypte dispensait également une formation aux forces de police palestiniennes en vue de leur déploiement à Gaza. Le ministre égyptien a mis en garde contre toute action israélienne qui pourrait violer le caractère sacré de la mosquée d'Al-Aqsa, nuire aux fidèles ou modifier le statu quo juridique et historique existant. La réunion a vu un large soutien aux résultats du sommet arabe du Caire, le plan arabe pour le redressement et la reconstruction de Gaza, étant salué comme une approche intégrée pour aider les Palestiniens à reconstruire leur vie. Bien, l'Égypte adopte une stratégie ambitieuse pour devenir un acteur mondial majeur du secteur énergétique. Et dans cette option, le pays des pharaons prévoit un investissement stratégique dans le terminal de vrais liquide du port de Dekhila. Avant cet investissement, l'Égypte avait signé un accord de 7 milliards de dollars avec un projet pétrochimique à El Alamein. Dalia Karam et les détails. L'Égypte a annoncé de nouveaux investissements dans les infrastructures portuaires dédiées au pétrole et au gaz dans le cadre de sa vision stratégique visant à renforcer son rôle sur le marché mondial de l'énergie. À cet effet, un accord de financement de 660 millions de dollars a été signé entre l'autorité générale du port d'Alexandrie et la compagnie d'Alexandrie pour l'approvisionnement. Cet investissement porte sur le développement d'un terminal de vrac liquide et gazeux dans le port égyptien de Dekhila. Entièrement financé par des capitaux égyptiens, le projet prévoit un agrandissement des infrastructures avec un quai de 800 mètres de long et une profondeur supérieure de 20 mètres. Une capacité d'accueil accrue permettant le rapprochement simultané de 2 navires de 250 000 tonnes chacun. L'aménagement d'installations sur 390 000 mètres carrés porte sur une zone de stockage
une unité de gazéification, équipement de manutention, réseau de transport pour l'importation et l'exportation des hydrocarbures. La première phase du projet entrera en service commercial en 2027 avec une capacité initiale de traitement de 350 000 tonnes par an. Une fois la troisième phase achevée, cette capacité atteindra 4 millions de tonnes par an. Avant cet investissement dans le terminal gazier de Derhela, l'Égypte avait signé un accord de 7 milliards de dollars pour un projet pétrochimique à El Alamein. Ce partenariat, qui a eu lieu entre le ministère du pétrole égyptien, la société égyptienne Holding des produits pétrochimiques, la société britannique Shard Capital, le groupe saoudien Al-Qahtani. Ce complexe pétrochimique vise à renforcer la chaîne de valeur énergétique et à maximiser l'exploitation des gisements gaziers récemment découverts. Selon Kamal El-Wazir, ministre des Transports, ces projets permettront de renforcer les capacités logistiques de l'Égypte et de positionner le pays comme un hub énergétique mondial. Pour assurer la demande nationale en hydrocarbures en 2025, le gouvernement égyptien a signé un accord de 3 milliards de dollars avec Shell et Total Energy afin de sécuriser 60 cargaisons de gaz naturel liquéfié. Grâce à ces investissements stratégiques, l'Égypte ambitionne de moderniser ses infrastructures énergétiques, booster sa production et son exploitation de gaz et de pétrole, attirer de nouveaux partenaires internationaux et renforcer son rôle de plaque tournante énergétique. Dr Khaled Abdel Ghaffar, vice-premier ministre pour le développement humain et ministre de la Santé et de la Population, a assisté à la cérémonie de signature d'un accord de coopération stratégique entre Sandoz Egypt et Sedico Pharmaceuticals, filiale de la Société arabe des appareils pharmaceutiques et médicaux, pour le transfert de technologies pour la fabrication de médicaments contre le cancer. Le point avec Dalia Karam. Les sociétés pharmaceutiques Sandoz Égypte, filiale du Suisse Sandoz Global, et Sedico, filiale de la Société arabe des industries pharmaceutiques et des équipements médicaux ADIMA, ont signé vendredi 7 mars un accord pour produire un traitement contre le cancer, selon un communiqué publié par le Conseil des ministres. Selon le communiqué, il s'agit d'un premier pas pour localiser l'industrie des médicaments biologiques et des traitements chimiques et hormonaux contre le cancer. L'objectif est de parvenir à l'autosuffisance en ce qui concerne 5 médicaments destinés aux patients souffrant de diverses formes de cancer, notamment la leucémie et les cancers des poumons, du côlon, du sein et de la prostate. Les importations égyptiennes de ces médicaments s'élèvent à 10,7 millions de dollars. Dr Khaled Abdel Ghaffar, vice-premier ministre pour le développement humain et ministre de la Santé et de la Population, a souligné lors de la cérémonie de signature que cet accord représente une étape stratégique importante vers le renforcement de la sécurité des médicaments en Égypte, l'amélioration de la qualité de vie des patients atteints de cancer et la fourniture de médicaments à des prix abordables. Il a ajouté que l'accord contribue au transfert de la technologie de fabrication avancée et des capacités de la société suisse Sandoz vers le marché égyptien pour produire des médicaments de haute qualité pour le traitement des cancers avec des mains égyptiennes en application des directives du président Abdel Fattah al-Sisi visant à localiser l'industrie pharmaceutique. Le ministre de la Santé a souligné que l'accord contribuera également à améliorer l'accès au traitement, à accélérer le processus de production de médicaments et les efforts de recherche et de développement, ce qui conduira à la disponibilité des traitements les plus avancés, ainsi qu'à renforcer les capacités de production locales, à réduire la dépendance aux importations et à réduire les factures de coûts, en plus d'ouvrir de nouveaux marchés d'exportation et d'atteindre les objectifs de développement durable de l'État en relevant les défis de santé et en construisant un système de santé durable. Mesdames et messieurs, fin de cette édition de notre programme L'Égypte à la une, et également c'est la fin de la transmission en langue française qui reprend à 18h locale. Mais avant de vous quitter, je vous pose ce commentaire concernant Tokyo qui célèbre l'arrivée de l'exposition Ramsès et l'or des pharaons. Alors 180 artefacts dont le sarcophage en bois du roi Ramsès II, ainsi que des pièces rares provenant du musée égyptien seront exposées à la capitale du Japon jusqu'en septembre 2025. Les détails. Au revoir.
L'exposition Ramsès et l'or des pharaons a été inaugurée à la capitale japonaise Tokyo le vendredi 7 mars, a annoncé le ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités. L'exposition présente 180 artefacts, dont le sarcophage en bois du roi Ramsès II, prêté par le Musée national de la civilisation égyptienne, ainsi que des pièces rares provenant du musée égyptien du Caire et de la nécropole de Rebastéon à Saqqara, selon le ministère. Le ministre égyptien du Tourisme et des Antiquités, Sherif Fathi, et la gouverneure de Tokyo, Yoriko Koyoki, ont participé à l'inauguration de l'exposition qui se tient jusqu'en septembre 2025. L'exposition offre aux visiteurs une occasion de découvrir les trésors du patrimoine antique de l'Égypte à travers une collection de statues, de bijoux, de cosmétiques, de blocs de pierre gravés et de cercueils en bois colorés, offrant un aperçu complet de la grandeur de la civilisation égyptienne antique. À Tokyo, les stations de métro, les façades des bâtiments et les rues entourant le hall d'exposition sont déjà ornées d'images du sarcophage en bois de Ramsès II, reflétant la fascination des Japonais pour l'Égypte antique. Le secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités, Mohamed Esmail Khaled, a visité les salles d'exposition jeudi pour finaliser les préparatifs. Une équipe du ministère a veillé à ce que toutes les salles d'exposition soient entièrement préparées afin que l'organisation de l'exposition soit digne de son importance historique et pour garantir un parcours fluide aux visiteurs. 15 000 billets ont déjà été vendus avant l'ouverture officielle, a souligné le secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités, ajoutant que ce chiffre témoigne de l'enthousiasme des visiteurs japonais pour découvrir les trésors antiques de l'Égypte. L'exposition Ramsès et l'or des pharaons a entamé sa tournée mondiale en novembre 2021. Tokyo est sa 7e station, après Houston et San Francisco aux États-Unis, Paris, Sydney et Cologne.